La mère de Nina n'avait jamais compris l'adoration de sa fille pour les serpents. Elle les avait en horreur, comme la plupart des femmes du village. Elle était toujours écœurée de voir son enfant jouer avec les reptiles. Quand il s'enroulait autour des membres de sa fille, elle avait l'impression que sa propre chair se souillait. Mais Nina n'écoutait pas sa mère. Elle préférait par-dessus tout le contact intime avec ses animaux favoris, leur peau écailleuse et froide, leur regard envoûtant et le petit mouvement de va-et-vient de leur langue fourchue. Quand elle jouait, entremêlée avec ses amis rampants, elle ne s'intéressait plus à personne, perdue dans son univers chimérique. Nina avait fabriqué elle-même les pièges qui servaient à alimenter le garde-manger de ses protégés. Elle ne s'offusquait pas quand la mâchoire se disloquait pour avaler le petit rongeur encore vivant. Bien au contraire, ce spectacle la fascinait. Elle tenait son offrande par la queue et attendait que ces dieux voraces viennent la gober. Elle garde toujours la première souris pour John, un python de 2 mètres qu'elle avait adopté quand il mesurait à peine la taille d'une couleuvre. Elle l'avait nourri patiemment pendant plusieurs années, et une sorte de relation domestique s'était établie entre eux. Quand elle se promenait dans la forêt d'épineux à la recherche de fruits sauvages, le serpent la suivait toujours derrière. On aurait dit qu'il la protégeait, et c'était efficace contre les scorpions et les scolopendres, qui finissaient souvent digérés dans l'estomac acide du garde du corps. Les jeunes garçons du village n'osaient pas s'approcher non plus, de peur de subir le même sort. Alors la mère de Nina commença à voir dans ce prédateur une certaine utilité dans la protection de l'innocence de sa fille. Et elle cessa les hostilités envers son reptile préféré. Elle laissait à présent son jeune enfant jouer librement et l'autorisa même à dormir avec lui, car à ses yeux, il constituait une barrière infranchissable pour d'éventuels prétendants. John, sans le savoir, protégeait la dot de sa maîtresse avec le consentement de sa chaperonne. Mais un jour, John tomba malade. Il ne s'alimentait plus. Nina avait beau lui présenter les plus beaux spécimens de ses mets adorés, il tournait inlassablement la tête et laissait pendre sa langue sèche. Il devint maigre, les yeux vitreux, et malgré les soins prodigués par son infirmière chaque soir, son état empirait. Nina et sa mère décidèrent d'aller voir le médecin du village. Il les accueillit dans sa petite maison mal aérée et déposa l'inhabituel malade sur une natte à même le sol. Il l'étira et commença à l'ausculter. Dans cette posture, John semblait s'être allongé d'1 mètre de plus. Il avait maigri, mais paradoxalement, il avait aussi grandi. Le vieux sorcier, tout en appuyant sur des points précis de l'animal, questionna les visiteurs sur les circonstances de la maladie. Nina expliqua que tout avait commencé depuis qu'il passait des nuits communes dans son lit. Il ne mangeait plus et fondait à vue d'œil. L'homme sage se gratta les quelques poils blancs de sa barbiche et rendit son diagnostic. Il fallait abattre John sur le champ. La vie de Nina était menacée. Dans la compréhension générale, la jeune fille refusa catégoriquement et s'apprêtait à ramener son ami chez elle. Mais un docteur avisé, il la calma et lui expliqua les raisons d'un verdict aussi dur à digérer. Enfin connaisseur de l'espèce, il expliqua que John n'était pas malade, qu'il allait même très bien au contraire. Son instinct de prédateur avait simplement pris le dessus sur l'animal domestique. Il était en train de jauger la taille de sa future proie. Il ne s'alimentait plus car son corps avait besoin de jeûner pour avaler quelque chose d'aussi gros que Nina. En dormant avec elle, le cerveau du reptile avait conclu qu'elle s'offrait à lui comme ultime sacrifice. Il était en train de se préparer à son festin gargantuesque. Nina n'y croyait pas. Et pourtant elle savait au fond d'elle-même que le vieil homme disait la vérité. Elle ne dit plus un mot, et sortit seule de la maison à Torchy. Elle ne pouvait pas assister à l'exécution, ça lui faisait trop de peine. Elle pleura longtemps en silence la trahison et la disparition de son étrange amant, et elle ne joua plus jamais avec les serpents. Quelques années plus tard, elle trouva un mari. Elle était encore vierge, et sa mère reçut une dot considérable.
alakanao masaka loatra izy alo fa sao te alakanao